Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Alexandrine Bourgeois. Son nom m'a été donné par un autre maître de la joie, Éric Vouta, qui m'a dit rencontre cette journaliste nomade, créatrice de joie pour la planète, Joy for the Planet. Et c'est ce que je fais avec elle aujourd'hui qui va nous accompagner au cours de cet entretien. Alors la première question rituelle est celle des 3 livres qui l'ont marquée et qu'elle propose à votre lecture. Alors d'abord il y a un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Dialogue avec l'ange de Gita Malas, qui est une canalisation, si je puis dire, ou en tout cas une connexion avec des entités mystiques pendant la Deuxième Guerre mondiale par 3 réfugiés juifs qui ont reçu, juste avant de disparaître dans les camps de concentration, ils ont reçu, en tout cas une en particulier, une de ces 3 personnes, 3 étudiantes juives en Hongrie, à Budapest, a reçu des informations d'une très grande sagesse spirituelle, et on peut encore lire ce livre qui est intemporel. Répétez le titre et l'auteur. Dialogue avec l'ange. C'est rédigé par Gita Malas, mais ce sont des retranscriptions en direct d'une canalisation avec, dit-on, des êtres angéliques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième livre à proposer. Le deuxième livre, c'est Pierre Chaillot, que j'ai invité dernièrement à venir donner une conférence à Aubonne sur le cadre de ma plateforme Planète Positive, qui est donc un chercheur au Centre national de statistiques de France sur les statistiques Covid. Et donc le titre du livre, c'est Covid, ce que disent les chiffres officiels. Et puis le troisième. Le troisième, c'était... Juste avant que l'émission commence, vous avez dit Marc Aurèle. Ah oui, bien sûr, merci Stéphane. Penser à moi-même de Marc Aurèle, l'empereur romain, qui était à la fois un grand guerrier et en même temps un homme de paix, de sagesse. Et j'adore cet équilibre entre une forme de fermeté d'être, une affirmation de dire non à des choses qui ne sont pas tolérables, et aussi l'envie d'amener de la paix. Et c'est pas incompatible d'être à la fois dans la guerre et dans la paix. On va parler de ce livre. C'est un livre que Isabelle Bourgeois a écrit, qui est donc La route de la joie. Ici, il est aux éditions de l'Ambre. Cela dit, j'ai vu que vous aviez passé le début de votre vie aux États-Unis. Alors, décrivez votre rapport avec les États-Unis et je crois que ça a initié le début de votre enfance, si je me trompe. Alors, c'est vraiment... Ma naissance à Washington est une grande énigme, vraiment à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse aujourd'hui. Vous avez le passeport américain? Non, parce que mon père était diplomate. Après, il est devenu ambassadeur de Suisse par la suite. Mais en tout cas, quand je suis née aux États-Unis parce qu'il était diplomate, et tous les enfants nés sur le sol américain sont américains, sauf les enfants de diplomates. Donc j'ai grandi de 0 à 4 ans. Je suis revenue à l'âge de 4 ans. Mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Donc après, j'ai fait mes études en Suisse, à Genève. Et donc, je suis revenue 30 ans plus tard à Washington pour juste comprendre pourquoi j'étais née dans cette grande capitale administrative, finalement avec laquelle je suis un peu en pétard aujourd'hui, puisque beaucoup d'absurdités et de dysfonctionnements sur cette planète viennent. Alors, malheureusement, c'est pas pour plus tard. On se rencontre pour la première fois, mais j'ai, je crois, dans le petit parcours qu'on va faire aujourd'hui, certains éléments que vous allez pouvoir reporter. Donc voilà, pour vous dire, j'ai pas vraiment de rapport particulier avec les États-Unis, si ce n'est une incompréhension par rapport à cette forme de dictature qui vient de là-bas. Ensuite, donc, vous avez choisi des études de sciences politiques et de journalisme. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment d'études en sciences politiques? Quels étaient les bons moments où vous dites, tiens, j'ai choisi la bonne ou la mauvaise voie? Vous avez invité une rebelle, hein, je vous dis tout de suite. J'ai pas l'air sous mes airs de petite fille, de jeune. Mais il devait y avoir des moments de joie aussi dans les études. De quelqu'un de bonne famille, mais je suis très rebelle. Dans les études ça m'a servi à rien.
en fait. Mes moments de joie, c'est vraiment l'amitié, les rencontres merveilleuses que j'ai vécues avec des étudiants. Et puis au niveau champ d'études? Mais sinon, au niveau des études, alors ça va peut-être... Je savais très vite que je voulais devenir journaliste. Donc voilà, ça m'a peut-être juste bien dans le CV, quoi. C'est tout. Mais à part ça, ça m'a servi à rien du tout. Vous conseilleriez pas aujourd'hui à quelqu'un qui veut voir le monde et qui est étudiante ici en Valais, qui a 18 ans, j'avais posé la question à un autre de mes invités, quelle voie aujourd'hui, vous à 18 ans, avec votre expérience, vous prendriez ici en Suisse, sachant que pour des raisons de logistique, vos premières études devraient être faites en Suisse? Pour moi, la voie, ce que j'ai envie de dire à tous les jeunes, c'est soyez autodidacte, vivez ce qui vous fait vibrer, ce dans quoi vous êtes bon. Soyez autodidacte. Moi, je pense que le monde et l'avenir appartiennent aux autodidactes. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde, j'ai même marché pour la paix à travers 76 pays. J'étais reporter de guerre, j'ai vécu pendant 15 ans avec la Croix-Rouge internationale dans des missions humanitaires. J'ai une petite expérience, on va dire, et pour moi, les gens les plus brillants que j'ai rencontrés dans ma vie, ce sont les autodidactes, avec ou sans études, peu importe, mais des gens qui apprennent sur le tas, des gens qui sont débrouillés, des gens qui vivent de leur passion, et surtout qui se réalisent ou s'accomplissent dans leur carrière, indépendamment des attentes des parents, des attentes de la société, du village, de leur religion. C'est vraiment des esprits libres et qui ont la force. C'est pour ça que je dis parfois de savoir dire non, c'est être en guerre avec sa famille ou avec son entourage, mais c'est dire oui à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous passionne. Alors j'ai posé à Genève lors d'une dédicace du dernier livre que je recommande à tout le monde, Made in Korea, de Laure Mi-Yoon Crozet. J'ai rencontré quelqu'un qui avait toute sa carrière, une grande partie de sa carrière à l'ONU. Je lui ai posé la même question. Et le mot qui est ressorti, c'était le même, passion. Tout de même en privilégiant un diplôme, en disant que ça pouvait être un chemin d'accès à ce qu'il représente. Mais il disait la passion, c'est le plus important, même dans le choix des études. Absolument. Et le journalisme, qu'est-ce que vous retenez de vos années de journalisme? La formation. Moi, je parle maintenant, on va parler du journalisme plus tard, mais du journalisme formation, lorsque vous étiez à 25 ans, ou après les études de santé. Alors c'est vrai que je savais très vite que je voulais devenir journaliste parce que j'aime profondément les humains, je suis super curieuse et j'ai besoin de comprendre tout. Et donc, c'est vrai que j'ai eu de la chance, pour moi, que c'était une évidence de suivre ces études-là. Et je garde des souvenirs vraiment fantastiques de mes premières années de jeune journaliste stagiaire, que ce soit la Tribune de Genève sous la rédaction en chef de Guy Métan, que ce soit au matin, où j'étais parfois dans le fait divers, où je me baladais avec un bip, et puis, je sais pas, un dimanche matin, je me promenais au Parc des Bastions, je travaillais pas, mais j'avais mon bip au cas où il y avait un problème ou un scoop. Et quelqu'un s'est fait descendre devant mes yeux, en pleine petite promenade au Parc des Bastions à Genève. Et je me suis dit, bon, c'est dimanche, mais je ne vais quand même pas m'empêcher de travailler, même si c'est dimanche, je suis passionnée par ce métier. Et donc, j'ai fait mon enquête, et assez rapidement, j'ai réussi à remonter à l'auteur de ce meurtre, de cet assassinat sous mes yeux dans le Parc des Bastions à Genève il y a 40 ans. Et à un moment donné, dans votre parcours, vous avez décidé, c'est vous qui l'écrivez, je crois, sur votre site, vous avez décidé de quitter le journalisme que vous qualifiez de traditionnel. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette décision? Alors, c'est un vrai chemin de réflexion, c'est quelque chose de très très profond. C'est vrai que pendant 20 ans, j'étais journaliste pour la presse suisse, chroniqueuse. J'ai travaillé à peu près pour toute la presse écrite en particulier, mais aussi la radio. Et puis, j'ai aussi été invitée 2-3 fois à la télévision suisse romande. Et lors de mes nombreux voyages, et en particulier de mes missions humanitaires comme chargée de communication auprès de la Croix-Rouge, où j'ai aussi rencontré des journalistes, et bien dans ces pays en guerre, quand je rentrais le soir à la maison et que j'allumais mon poste de télévision, je voyais que les médias reportaient cette situation dans laquelle j'étais vraiment au cœur de manière totalement mensongère. Ce dont moi j'étais témoin sur le terrain n'avait rien à voir avec ce que les médias conventionnels rapportaient à la télévision. On ne parlait que de pillage, d'orphelinat, d'attentats, de violence et d'horreur, alors que moi-même qui étais sur place, j'étais témoin
d'élan de solidarité, d'entraide, de comportement vraiment exemplaire, aussi bien chez les Alliés que chez les Irakiens, que chez les civils irakiens. Par exemple, puisque j'étais en Irak, je pense précisément au cas, j'étais à Bassora en 2003, en Irak, et là j'ai vu tellement de belles choses, mais les médias ne rendaient compte que des horreurs et de ce qui ne va pas. Et j'ai réalisé, j'ai pris conscience qu'il y a une manipulation des consciences par omission de ce qui se fait de bien et de beau sur cette planète. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne veux plus me rendre complice d'une presse unilatérale qui ne dépeint la réalité à partir que d'une seule lunette. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de devenir journaliste libre et indépendante. Alors, j'ai vu que vous aviez travaillé pour le CICR, etc., dans plein de pays. Alors, on va parler de quelques-uns pour des raisons différentes. Le premier que j'ai choisi, c'est le Kosovo. Donc, vous avez été au Kosovo. Je sais qu'il y a beaucoup de Kosovars ici. Moi-même, je crois que je suis l'un des avocats qui a rencontré le plus de Kosovars dans le cadre de mon activité professionnelle. Qu'est-ce que vous diriez de votre expérience au Kosovo et de le rapporter un peu à ce qui se passe aujourd'hui avec la Serbie? Parce qu'on est là pratiquement au cœur de l'actualité. Bon, alors moi je peux vous parler que ce dont j'ai été témoin, c'était en 1999-2000. Aujourd'hui, j'ai un peu perdu contact avec évidemment cette région parce que je suis sur d'autres dossiers. Mais en tout cas, ce que je peux vous raconter, c'est ce que j'ai vécu à cette époque-là. Alors je suis arrivée dans un pays qui était encore en ruine et avec beaucoup comment dire, de violence de part et des autres. Les Serbes étaient encore enclavés, bien sûr. Puis j'étais à PA, Peć en serbe ou PA en albanais. Et on amenait de l'assistance à droite à gauche. Donc moi, je peux vous raconter des merveilleux épisodes, justement, qui m'ont montré que... Celui qui vous vient à l'esprit juste maintenant. Pour vous montrer qu'au-delà de la guerre, il y a des êtres qui se tendent la main. Par exemple, j'allais rendre visite à une communauté de moines et de prêtres orthodoxes qui étaient enclavés donc, dans un monastère en périphérie de PA, où ils n'avaient pas le droit de sortir puisqu'ils risquaient leur vie encore, c'était encore assez chaud bouillant. Et puis, donc, j'allais leur amener du matériel d'assistance humanitaire puisqu'ils ne pouvaient pas aller eux-mêmes sortir pour se faire leurs achats. Et donc, je rencontre ces moines, ces popes orthodoxes avec leur barbe et habillés tout de noir. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir là aujourd'hui? Ça faisait maintenant presque 2 ans qu'ils n'étaient pas sortis de leur monastère. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Pourquoi je peux vous faire du bien? Et ils m'ont dit, nous, il n'y a qu'une chose qui nous ferait plaisir. C'est les petites cevapcici albanaises. Il y a le meilleur fabricant de petites saucisses grillées, on appelle ça des cevapcici. Petite merguez albanaise, en pleine ville de PA, on rêve que de ça, quoi. J'ai dit, bougez pas, je reviens. J'enfourche la voiture du CICR, donc si mes collègues du CICR le savaient, mais bon, j'ai quitté le CICR, je pense. Largement prescrit, on va dire. C'est prescrit, il y a prescription. Et donc, j'ai été chez cet Albanais, et je lui ai dit, écoutez, il faut quand même que je vous dise, les moines, là, serbes, à côté dans le monastère d'à côté, il n'y a qu'une chose qui leur ferait plaisir, c'est vos fameuses petites saucisses. Est-ce que vous êtes d'accord d'en faire pour eux, quoi? Et puis il m'a regardé, dites rien, personne, parce que si on me voit, si on vous entend, je peux être vraiment très ennuyée. Mais oui, bien sûr, je vais vous faire les saucisses pour les moines serbes. Et donc il m'a préparé genre 20 kilos de saucisses, mais il était tendu, hein, c'est ça, il était à la fois heureux, flatté, que les ennemis rêvent de ces saucisses, et puis craintif ou apeuré aussi que ça risque de se retourner contre lui et qu'il y ait des représailles. Moi, je suis partie avec mon gros paquet de merguez. J'ai repassé le checkpoint parce qu'il fallait chaque fois passer des checkpoints pour passer d'une zone à l'autre. Au moment où j'ai dû descendre ma vitre, ils m'ont demandé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à déclarer là pour ce monastère? Je dis non, rien, tout va bien. Ça sentait la merguez grillée dans toute la voiture. Et je suis arrivée avec mon paquet de cevapcici. Et je peux vous dire, c'était merveilleux, quoi. Ces popes
ils étaient comme des enfants devant une étagère de pâtisserie. Quand j'ai déroulé, et ils étaient, mais merci, est-ce que ça sent bon? Ah, mais merci. C'est extraordinaire. Comme quoi, ben, voyez, au-delà des conflits et des absurdités, des politiques et des autorités qui font que les communautés s'entretuent, il y a aussi le geste ou la volonté de se tendre la main et de s'entraider sur des petites choses, des bonheurs tout simples. Vous vous rappelez votre réaction lorsque la Suisse a décidé de reconnaître le Kosovo? Je crois que ça a été peut-être le premier pays ou l'un des premiers pays à le faire. Non, franchement non. Alors je vais vous dire, cher Stéphane, j'ai une piètre mémoire, parce que comme j'emmagasine beaucoup d'informations, je vide le disque dur au fur et à mesure. Donc j'ai une mémoire assez... Alors le deuxième pays que j'ai choisi, parce que c'est quelque chose qui est à l'index, on suit depuis très longtemps avec des articles très prenants de Ami Denayat, c'est sur la révolution iranienne, des jeunes femmes d'Iran. Et hier, j'ai entendu, je crois, sur LCI, mais une femme absolument formidable, je crois que j'ai pas très bien compris son nom, je crois qu'elle s'appelle Anous, mais enfin qu'elle disait, on lui demandait est-ce que c'est une victoire pour la révolution iranienne des femmes ou une défaite, et elle disait c'est absolument une victoire, et elle prenait toute une série d'exemples. Enfin, je conseille à tout le monde d'aller voir ce passage, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience dans ce pays incroyable qu'est l'Iran? Pour moi, l'Iran, c'est un des plus beaux pays du monde. J'ai dû bien visiter plus d'une centaine de pays dans ma vie. L'Iran, c'est mon coup de cœur. Alors là, parce que d'abord, c'est un pays merveilleux, culturellement parlant. Il est d'une richesse culturelle, la beauté des paysages aussi, et de la diversité des contextes. Enfin, c'est en plus d'une sécurité totale. Je n'ai pas été partout, seule, il n'y a aucun problème. Le peuple est d'une bienveillance, d'une gentillesse et extrêmement instruit sur le monde en fait. Ils en savent beaucoup plus sur nous, notre culture et notre histoire que nous savons sur eux. Donc là je parle du peuple. Le peuple est absolument pour moi un des peuples les plus inspirants que j'ai rencontrés dans ma vie par érudition et bienveillance. Et ils ont encore un savoir-vivre, ils sont merveilleux. Alors bien sûr, comme toujours, comme beaucoup malheureusement, les peuples sont instrumentalisés par une minorité politique qui les représente, qui les représente, entre guillemets, officiellement. On en est bien compris, censé les représenter. Censé les représenter, mais comme dans beaucoup de pays, les politiques et les gouvernements ne représentent absolument pas le peuple. Et ça me rend triste parfois que ce peuple et ce pays fantastique soient jugés par les médias internationaux comme étant complètement mais le regard rétrograde. Non, mais le regard aujourd'hui des médias, non, mais le regard aujourd'hui des médias sur ces femmes qui prennent des risques incroyables. Hier soir, il y avait une femme éborgnée qui apparaissait sans le foulard et qui vient devant ses consoeurs, ses sœurs de cœur parler. C'est émouvant, c'est une vérité profonde qui sort de... Mais pour moi, c'est une société à deux vitesses. Il y a vraiment, parce que j'ai connu l'autre société, c'est-à-dire celle qui vit sa liberté, qui enlève le foulard dans les sous-sols de Téhéran, qui se rencontrent dans le privé, qui sont habillés comme nous, et ils vivent vraiment ce qu'ils ont cœur à vivre en totale liberté, mais on va dire en mode clandestin. C'est ce qu'on a vécu il y a peu de temps avec le confinement chez nous aussi. Hein. On a vécu beaucoup moi j'ai dû vivre beaucoup de choses clandestinement, puisqu'on était aussi malmenés par aussi une autre forme de dictature, mais ça c'est un autre sujet. Et donc il y a double société, c'est-à-dire il y a ces Iraniens qui trouvent un chemin malgré tout, y compris les femmes, et puis bien sûr il y a une autre société qui est sous le joug d'une forme d'extrémisme religieux et qui fait pression sur une partie de la population
bien sûr, qui en souffre énormément et qui n'a peut-être pas les moyens de vivre cette liberté dans les caves et dans les sous-sols de cette société. Alors ces expériences ont abouti à Planète Positive. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que Planète Positive, on va dire? Alors, quand j'ai décidé de quitter la presse conventionnelle parce que je ne voulais plus me rendre complice d'une information par le mensonge et la manipulation, en tout cas en grande partie, je ne veux pas non plus condamner et juger tous mes confrères de la presse. Je sais qu'il y en a qui font un très bon travail d'objectivité, mais on va dire que d'une manière générale, les médias conventionnels, pour moi en tout cas, ne sont plus crédibles et ne représentent plus ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ah, j'aurais dû mettre mon téléphone sur silencieux, pardon. C'est bon. Et donc, j'ai décidé de quitter cette presse pour faire du terrain, justement, et puis amener un journalisme par l'exemplarité. C'est-à-dire que plutôt que de montrer que les horreurs et que tout ce qui ne va pas dans le monde, je suis d'accord qu'il y a des choses que nous devons dénoncer, c'est notre rôle aussi d'être des journalistes pour la justice et la protection de nos droits et de nos devoirs. Mais en même temps, il n'y a pas que des horreurs et les médias nourrissent cette peur auprès du consommateur de l'information et ce qui le met dans une posture de jugement et d'enfermement. Alors moi, j'ai décidé, au contraire, de montrer la beauté, de montrer le meilleur de l'homme pour que nous puissions nous en inspirer. Et donc, justement, en Iran, en 2003, j'ai créé une plateforme, un site internet qui s'appelait d'abord Planète Positive, où je compilais toutes les plus belles nouvelles du monde. Donc, c'est des nouvelles par l'inspiration. Donc, ce n'était pas des mariages. Loski, viens ici. Loski, parce qu'on entend mon chien que j'ai adopté en Pologne. Il y a des chiens souvent ici, c'est pas de problème. Viens ici, viens là. Couché, viens. Parce qu'on entend tes petites pattes. Tu restes ici maintenant, couché. Voilà. Et ensuite? Vous voulez que je le présente? Ah, on peut le présenter, oui. Lovski, hein. Il s'appelle Lovski. Voilà, alors il y a Lovski qui est avec nous pour les amis des chiens. Je l'ai adopté en Pologne lors de ma traversée européenne en Pologne en 2018. Donc Love pour amour et ski pour la Pologne ou le ski suisse. Tu restes là, couché maintenant. Et donc je disais que j'ai créé cette plateforme qui compilait toutes les meilleures nouvelles du monde. Donc ce ne sont pas les mariages princiers ou les naissances de bébés royaux, mais ce sont au contraire des gens qui ont surmonté une maladie ou un deuil ou qui ont découvert des techniques d'irrigation dans des lieux improbables, dans le désert. Enfin, c'est que des nouvelles pour s'en inspirer à tous les niveaux. Et puis ça a eu beaucoup de succès, c'était bénévole. Et puis après, après c'est une longue histoire, on va peut-être revenir à Joy for the Planet après. Là, je fais une petite parenthèse parce que j'ai vu dans vos parcours celui relatif aux constellations familiales. Là, je veux faire un tout petit peu de publicité. Les éditions Slatkin qui vont sortir le 13 octobre un livre formidable. Bon, c'est mon épouse qui a écrit, Béatrice Riant, avec une préface de Sarah Briguet et une postface que je dis exceptionnelle de Yves Gaudin. C'est sur, on va dire globalement l'inceste, mais avec des configurations familiales complètement différentes. Et vous, dans ce que vous appelez les approches des constellations familiales, vous avez rencontré Bert Hellinger. Alors, rencontré dans le sens, vous l'avez lu, et symboliquement, c'est bien clair. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette période, on va dire, de coaching familial enfin, je ne connais rien du tout, mais on sent à travers ces analyses transactionnelles, les méthodes de la Gestalt, etc., que ça vous a marqué comme personne. Alors, j'ai été plus que marquée, puisque j'ai fait 4 ans de formation en constellation familiale, puis du coup, je pratique des constellations familiales. Vous expliquez en gros qu'est-ce que c'est Alors, en fait, Bert Hellinger était un psychothérapeute allemand qui s'est rendu compte qu'en Allemagne, les nouvelles générations souffraient énormément de culpabilité et s'empêchaient ou s'interdisaient de vivre leurs projets leurs plus profonds, l'amour, la rencontre. C'était des jeunes
qui se punissaient sans vraiment savoir pourquoi. Et il s'est posé la question, il dit mais pourquoi il y a toute cette génération, ou plusieurs générations d'après-guerre, qui sont dans la peur, la culpabilité, et en fait, évidemment, il a mis en avant que c'est parce que ces jeunes générations avaient hérité de la culpabilité de leurs parents d'avoir été un pays qui a participé à une guerre monstrueuse avec des millions de morts, et y compris des génocides. Et donc, ce qui n'a pas été résolu au niveau des perpétrateurs de violence et de terreur, après a été hérité inconsciemment dans le collectif par les descendants de ces bourreaux. Et ces descendants, n'ayant pas fait le travail de libération et de conscientisation de leur histoire, ben, ont mis au monde une nouvelle génération qui a continué à porter les casseroles et les blessures de mémoire familiale, etc., etc. Et donc, il a mis en place un outil extraordinaire qui permet de remonter à l'origine d'une peur, d'une retenue, d'une culpabilité. Et c'est comme une manière de remonter dans le temps. Et quand on trouve le point de départ où il y a eu cette blessure qui a été transmise de génération en génération à la descendance, quand on arrive à remonter à la racine source de cette blessure, et bien on peut proposer des phrases de réparation, de guérison, et ça libère toute une systémique familiale, donc à la fois individuelle et collective. Je crois que vous allez apprécier, ce livre, ces gens-là, parce que c'est exactement dans cette configuration, avec des résiliences finales étonnantes, à travers également des rencontres, parce que c'est souvent des rencontres qui permettent à l'autre peut-être de pas trop dériver dans le... Et alors, il y a quelque chose qui m'a passionné, vous faisiez partie de 20 personnes, je ne sais pas si il y en avait plus, quelque chose comme 160 000 km, une marche mondiale pour la paix. 150 000 km à travers le monde. À travers le monde, alors racontez-nous un tout petit peu. Je sais qu'on pourrait faire une émission que là-dessus, alors là il va falloir être synthétique, on va dire. En 2009, j'ai reçu un email, je vivais avec mon second compagnon en France, et j'ai reçu un email qu'il recrutait des candidats pour participer à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence. Ah ben, j'avais dit à l'époque à mon chéri, c'est plus fort que moi, je suis désolée, tu gardes le chien, le chat, je reviens dans 3 mois. Il m'a regardé avec des yeux de soucoupe, et bon, heureusement, l'amour a fait que il a toléré ma demande, et je suis partie comme porte-parole pour les médias pour cette fameuse marche mondiale pour la paix et la non-violence. Donc il s'agissait, en tout cas en ce qui me concerne, de traverser 76 pays à travers le monde. On partait de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, l'Inde, la Russie, après tout le nord de l'Europe, la Finlande, l'Italie, l'Espagne. Après on est descendu en Afrique, le Maroc, le Sénégal. Après on a traversé le Sénégal jusqu'en Mauritanie en pirogue. Et puis, etc., après New York, on a rencontré le secrétaire d'État Ban Ki-moon à l'époque. On a rencontré 15 chefs d'État. Et puis, on est descendu après toute l'Amérique du Sud. Et l'idée, c'était, à travers une ONG qui s'appelait Un monde sans guerre, ben, on était reçus dans tous ces pays. On était un petit groupe de 20 pour donner des conférences sur la paix, pour organiser des événements sur le thème de la paix. Donc, il y avait des concerts de musique sur la paix, on plantait des arbres. Enfin, il y avait des tas d'opérations dans tous les pays du monde. Comme j'ai adopté 3 enfants colombiens, c'est pas vrai. J'ai vu que vous étiez arrêté, je ne sais pas où, par celui qui avait, ça me donne la chair de poule d'ailleurs de penser à ça, vous avez rencontré le ravisseur de votre père. Alors racontez-nous ça. Incroyable, mais le moment des petits Stéphane, on devait se rencontrer. Alors, mon père, effectivement, était ambassadeur de Suisse en 1984 à Bogota, ambassadeur de Suisse en Colombie. Et puis, en 1984, lors d'une réception à la République dominicaine, avec une dizaine d'autres ambassadeurs, dont le nonce apostolique du pape,
Il a été pris en otage et séquestré par le groupe M19, qui était un petit peu entre guillemets les précurseurs des FARC. Hein. C'était un mouvement terroriste universitaire à l'époque. Et ça a duré 2 mois. Et mon père avait été mis de côté avec l'ambassadeur d'Autriche pour être exécuté en premier, au cas où les revendications n'étaient pas satisfaites. Moi, à l'époque, j'avais 12 ans. Voilà, j'avais 12 ans, ouais. Et puis, bon, Dieu soit loué, 2 ans, le CICR, justement, venait lui amener des bananes, etc. Peut-être que c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler pour le CICR plus tard. Et il a été, Dieu soit loué, libéré, mais quand même très, très marqué par cette expérience. Et 30 ans plus tard, donc au cours de cette fameuse marche mondiale pour la paix et la non-violence, à la frontière entre la Colombie et l'Équateur, l'organisateur de la marche mondiale me dit, dis donc, Isabelle, tu sais que le gouverneur de cette province de Nariño qui nous reçoit pour justement célébrer la paix, c'était le cerveau de la prise d'otage de ton papa et il est là. Est-ce que tu veux le rencontrer? Alors j'ai dit, ah, ça c'est le destin, quoi. Et je me suis dit, Isabelle, tu marches pour la paix. C'est le moment d'incarner tes pas. C'est pas tout de défiler avec des banderoles. Quelle impression ça vous a fait au moment où vous l'avez appris, avant de le rencontrer? J'étais stupéfaite. Et puis j'étais d'abord prise par de la peur. J'ai peur de rencontrer celui qui pour moi était un bourreau. J'étais encore dans la petite fille de 12 ans. C'était un méchant. Il a failli tuer papa. Donc j'étais... Alors racontez-nous ce moment où je me suis dit, non, Isabelle, ne reste pas dans le jugement, ni dans les a priori. Si tu es là pour la paix, c'est le moment de transformer quelque chose en live. Et donc on me présente à ce monsieur. Je suis tombée des nues, c'était le portrait de mon père. Je m'attendais à voir un type en treillis, tenue militaire, para, kalachnikov, des poils partout, des tatouages. C'est un monsieur très distingué. Costard, petit carré Hermès de soie quasiment autour du cou, petite monture Dior. Non, j'ai dit, je rêve, là, ça c'est un ancien guerriero, c'est le 19. Puis, et puis on me présente à lui, on me dit, ben voilà, voilà la fille d'un de vos anciens otages. Alors il était aussi surpris que moi. Alors dans les premières minutes, il était, oui, bah, mon Dieu, bonjour. Oui, mais vous savez, à l'époque, on était jeunes, on était encore inconscients, on n'avait pas d'autre moyen de se faire entendre que les armes. Là, je l'ai stoppé direct. Hein. J'ai dit, attendez, maintenant, qu'est-ce que ça vous fait, vous, là, maintenant? Moi, j'ai pas besoin que vous me sortiez de grandes théories idéologiques sur ce que vous avez fait. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, là, ici et maintenant, d'être en face de moi? Et du coup, il a passé directement du cerveau au cœur. Et là, il s'est passé un moment magique. Il m'a dit, ben, c'est vrai que je suis très surprise. C'est bien la première fois que je rencontre un proche d'un de mes anciens otages. Et j'avoue que je vois que vous êtes ébranlé, vous aussi, que vous êtes très ému. Eh bien, j'aimerais vous demander pardon, puisque j'ai l'opportunité de le faire. Donc, il l'a fait sincèrement. Sincèrement. Ah ouais, j'ai senti en tout cas que c'était sincère. Alors là, j'ai fondu en larmes. On s'est pris dans les bras. Et dans cette étreinte, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Tout s'est effacé, toutes les identités se sont effacées. Il n'y avait plus de gentils, de méchants, de bourreaux, de Suissesses, de Colombiens, de victimes. Tout ça, c'est dissous. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Cette énergie d'amour. Vous avez des frères et sœurs? Oui, oui. Vous leur avez parlé de ce moment. Ma et grande comment sœur, eux l'ont reçu? J'ai dédié, parce que j'ai finalement, puisque le moment a été filmé par quelqu'un, il y a du monde autour de nous, ça a été filmé. Fantastique. Donc j'ai fait ce petit film qui a été monté sur la chaîne YouTube de Joy for the Planet. Et j'ai dédié à ma grande sœur, parce que ma grande sœur avait été aussi très affectée. Elle a été bouleversée. Et j'ai reçu des centaines d'emails de Colombiens qui m'ont remercié, qui ont dit, écoutez, c'était tellement libérateur pour nous, parce qu'on voit tout le temps des vidéos, des reportages sur des enlèvements, des séquestrations. Tous les jours, nos proches vivent cette violence de l'enlèvement, mais jamais on ne voit une réconciliation en direct. Et ça a été vraiment libérateur pour nous. J'ai noté dans mon petit plan ici une phrase qui vous revient, et c'est presque un hasard parce que ça n'a rien à voir, mais je trouve que vous avez décrit là quelque chose. Côtoyer la beauté engendre la bonté. C'est vrai.
C'est vrai. Vous avez expliqué dans un exemple là. Eh ben, c'est vrai que c'est pour ça que je suis pour un journalisme par l'exemplarité. Parce que quand on se nourrit d'une information belle, on devient bon. On a envie de se rendre meilleur. Alors que quand on voit que les horreurs avec des viols et des enlèvements et des faits divers monstrueux, on se dit oh, ben, je suis pas si mal finalement, parce qu'il y a tellement pire sur la planète. Moi, je suis pas si mal. Et on se complaît dans une forme de médiocrité. Alors qu'un journalisme, par l'exemplarité, on se dit « Oh la purée, il y a mieux que moi là. Oh là, mais il a fait ça, celui-ci, mais il a fait son deuil avec panache. Oh, mais comment je peux faire moi aussi pour me rendre meilleur ?» J'ai envie de dire que la description que vous faites de votre parcours là, je crois beaucoup à la puissance du signifiant. Au commencement était le verbe. Oui. Vous vous nommez bourgeois et vous êtes sur la route de la joie. Comment vous avez créé alors cette route de la joie? Merci beaucoup pour vos questions. Ça fait plaisir. Alors, je me suis rendu compte que la joie, alors ça peut peut-être paraître un peu naïf comme ça et angélique, mais en fait c'est beaucoup, beaucoup plus profond qu'on veut bien le penser. Je me suis rendu compte qu'en étant justement au contact de la beauté et de l'inspiration, eh bien ça nous rendait libres. Quand on est dans cette vibration où on fait ce qui nous met en joie, ce que l'on aime et ce pourquoi on est venu sur Terre, on est très fort, on est très ancré, on est très enraciné et plus grand chose peut venir nous sortir de notre axe, de notre chemin de vie. Donc, être dans cette joie, pour moi, c'est le meilleur bouclier contre toute forme d'influence extérieure. Parce que ce sont les influences extérieures, encore une fois, qui nous font sortir de notre destinée. Et notre faculté à nous plier à ces influences. Donc plus on est dans cette affirmation plutôt, de ce qui nous met en joie, plus on est imperméable aux injonctions des autres pour nous dire ben, ce que vous devez faire et pas faire. Et donc, en 2018... Alors là, on a ce livre-là, on y arrive. Je rappelle, c'est La route de la joie, une journaliste à la rencontre de personnes ordinaires, extraordinaires, aux éditions Ambre, par Isabelle Alexandrine Bourgeois. Alors en 2018, un livre de quand même illustré, quelques pages, hein, plus de 300 pages illustrées, etc. Alors dites-nous un peu... C'est une aventure fantastique parce que du coup, j'ai voulu proposer à la presse conventionnelle des chroniques sur des gens inspirants, des gens merveilleux, des gens courageux. Puis on m'a dit non, mais Isabelle, des bonnes nouvelles, ça, c'est pas rentable. Une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle, quoi. Bon, donc j'ai abandonné. Et je me suis dit, mais je vais raconter moi-même finalement cette beauté du monde. Donc en 2018, avec un petit financement participatif et l'aide d'une amie qui est dans le marketing, Sachine Sierro d'ailleurs, qui est de la région. Elle était la copilote de cette aventure à travers son expertise sur les réseaux sociaux. Eh bien, je suis partie, j'ai acheté un vieux camping-car de 1993 et je suis partie pendant une année à travers toute l'Europe. J'ai traversé 23 pays, parcouru 40 000 km bénévolement pour faire du reportage, donc vidéo et rédigé et écrit, sur des gens ordinaires extraordinaires. Et donc je rencontrais ces gens par hasard. Mais c'est vrai que je suis un aimant, un gens ordinaires extraordinaires. J'ai de la chance parce que j'attire ces gens-là et je suis tellement heureuse de les rencontrer. Je me dis mais je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que mon métier serve à montrer cette beauté au-delà de mon petit périmètre personnel. Et donc j'ai rencontré 56, ce que j'ai appelé des nominés de la joie, c'est-à-dire des gens incroyables qui vivent leurs rêves, leurs passions ou qui ont parfois même... Prenez un exemple parmi ceux-là, surmonté une maladie grave. Alors, je vais peut-être en prendre un triste et un joyeux, d'accord? Parce que c'est vraiment alterné, c'est la joie. Dans l'éthique de Spinoza, c'est la tristesse ou la joie, tout au sommet des sentiments. Parce que même quand on vit des épreuves, on peut être au contact de cette joie. Prenons le triste d'abord. Alors, le triste, j'ai rencontré une femme absolument fascinante aux Pays-Bas, à Amsterdam. Une jeune femme de 40 ans qui était une mère célibataire d'un petit garçon de 10 ans. Et elle était hospitalisée parce qu'elle avait un cancer très grave. Et on lui avait prédit plus que 3 mois à vivre. Et donc, je lui ai proposé de l'emmener un jour à bord de mon camping-car Big Body,
qui est un peu une roulotte chamanique avec des peintures incroyables. Et je lui dis, bah, viens, j'aimerais t'offrir une journée de joie avec ton fils. Et c'est ce qu'on a fait. On est sortis, elle était une femme d'une beauté, j'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie, une mannequin, et d'une beauté d'âme, une beauté d'être. Et elle disait, ben, tu vois Isabelle, je vais bientôt mourir, mais en même temps, cette maladie m'aide à redevenir souveraine. Parce que j'ai été abusée par mon père et mon frère depuis l'âge de 6 ans. Tu veux que je mette sur silencieux? Pas du tout, pas du tout. Depuis l'âge de 6 ans. Et toute ma vie, du coup, je me suis placée en victime. Et j'ai eu des rapports aux hommes désastreux. J'ai jamais pu vivre l'amour. J'ai jamais pu être respectée parce que j'avais ce programme de soumission, d'abus tout au long de mon existence. Et maintenant, grâce à cette maladie, qui va probablement m'emporter pour mon plus grand désespoir parce que je vais laisser mon fils. Mais grâce à cette maladie, maintenant, je vis pour moi et je me fais respecter et je vais quitter cette terre en décidant de chacun de mes choix et en étant à la barre de mes choix et de ma vie, et je ne laisse plus personne décider pour moi ou dire que je suis moche, que je ne vaux rien, que je ne suis pas digne de rencontrer le grand amour. Toute ma vie, je me suis laissée pénétrer par de nouveau ces injonctions de votre entourage, de la famille, qui vous disent « mais tu n'y arriveras pas, mais tu n'es pas faite pour ça, et puis tu vaux rien, et puis tu es nulle ». Et cette fois, grâce à ma maladie, j'ai appris à m'aimer, à me rencontrer, à me voir qu'est-ce que je peux dire, en reine quelque part, en reine de ma propre existence. Et elle était d'une inspiration et on a communiqué presque tous les jours encore pendant 1 an. Et au bout d'une année, 3 jours avant le confinement, elle est décédée. Elle est décédée à 41 ans. Et j'ai pu aller à son enterrement avant qu'on ferme les aéroports. Et cette femme, elle m'a laissé une impression qui reste encore en moi aujourd'hui parce qu'elle était un témoignage précisément d'une femme qui a surmonté sa peur de la mort. Mais je sais qu'elle a quitté cette vie, elle y a laissé sa peau, hein, en propre comme au figuré, mais qu'elle est partie en esprit libre, totalement libre. Elle était libérée. Et alors l'aspect joyeux des rencontres, alors on est dans l'aspect joyeux, alors j'allais promener mon chien, mon premier chien Palowski, parce que mon premier chien était vieux, il est parti avec moi. Puis il est décédé au Danemark de vieillesse, malheureusement. Donc je promenais Ulysse dans le bassin d'Arcachon à 6 h du matin. Il y avait un peu de brouillard comme ça, c'était au mois de février. Et puis je vois un retraité en bleu de travail en train de peler des coquilles d'huîtres. Une montagne de coquilles d'huîtres. Puis je lui dis « Bonjour monsieur, mais qu'est-ce que vous faites avec vos huîtres là ?» Puis il me dit « Ah bonjour, moi j'ai des nids de poules dans ma propriété, puis voilà, il n'y a rien de mieux que les coquilles d'huîtres pour boucher les nids de poules, vous passez 3 fois dessus avec la voiture, ça concasse, c'est fantastique. » Et puis vous, ma petite dame, qu'est-ce que vous foutez là avec votre camping-car à cette heure-ci? Je dis « Moi je suis une journaliste et je cherche des gens qui vivent leurs rêves pour nous en inspirer. » Et puis il me dit « Ah mais vous faites aussi des rêves sportifs ?» Je dis ça dépend, si c'est intéressant, pourquoi pas. Puis il me dit « Pourquoi, vous avez un rêve ?» Puis il me dit « Oui, moi je rêve de traverser l'Atlantique dans un tonneau, dans un baril. » Parce que quand j'étais petit, me dit-il, j'ai lu le livre d'Alain Bobard, Naufragé volontaire, et il expliquait dans ce livre que si on jette une barrique au large des Canaries, elle arrive 2 mois plus tard aux Caraïbes. Et toute ma vie, j'ai rêvé de prouver qu'il avait raison. Et donc, je rêve de me construire une barrique et de me mettre dans cette barrique et puis de faire ma traversée. J'ai dit, bougez pas, je vais chercher ma caméra. Je suis arrivée avec ma caméra, je l'ai interviewé, j'ai fait un petit film sur lui, Jean-Jacques Savin. Il a récolté 60 000 €, entre autres, mon coup de pouce là, elle avait quand même aidé. Et il a construit sa barrique. Et 3 ou 6 mois plus tard, donc il est parti avec son énorme tonneau qu'on a jeté au large des Canaries.
Et effectivement, 127 jours plus tard, il est arrivé aux Caraïbes. Fantastique. Il y a un livre d'ailleurs que je vous invite à découvrir qui a été écrit par Jean-Jacques Savin et Sophie, enfin il a été rédigé par Sophie Zélie, aussi aux éditions Ambre, 127 jours à la dérive, Jean-Jacques Savin. Malheureusement, parce qu'il avait 74 ans, tu vois, et malheureusement, cette année, il a voulu revivre une aventure incroyable. C'était un sportif de l'extrême, il était incroyable. Et il a décidé qu'il serait le plus vieux senior à traverser l'Atlantique à la rame. Et il est parti de nouveau sur un nouveau projet. Et puis malheureusement, il a été pris dans une tempête et puis il a disparu en mer. Mais au moins, il est mort dans son aventure, comme il le souhaitait. Il y a un pays aussi que vous avez bien connu en tant que membre du corps humanitaire suisse, c'est le Maroc. Ah ouais. Le Maroc, c'est ces drames qui se passaient aujourd'hui, les tremblements de terre, etc. Et c'est aussi cette relation qui est quand même assez étrange pour nous autres Suisses, parce qu'on est souvent confrontés à ça. Est-ce que vous êtes Français ou Suisse, hein? C'est le rapport Maroc-France. C'est quoi votre regard sur ce rapport assez insolite? Quand je pense à ça, j'ai vu une interview du roi précédent du Maroc qui disait que c'était une erreur complète de l'Europe continentale que de proposer une intégration aux Arabes du Nord, parce que, disait-il, cette intégration, elle n'aura jamais lieu, parce que leur culture, ma culture, c'est pas celle de la France. Alors là, c'est un sujet sensible, évidemment. Hein. Très sensible. Mais moi, je n'ai pas aucun mal à partager ma position par rapport à ça. Parce que j'aurais des belles histoires sur le Maroc à vous raconter, mais bon, puisque vous me dirigez là-dessus... Là, je dirige ailleurs. Ouais, vous dirigez ailleurs. Alors, j'étais la première à marcher pour la paix. J'étais la première à avoir engagé toute ma vie dans l'humanitaire, amener de l'assistance humanitaire, à tendre la main aux étrangers. J'ai accueilli des étrangers chez moi, bénévolement. Enfin, je crois que je suis une de celles qui... Je peux vraiment me féliciter, en tout cas, d'avoir tout du moins tenté cette aventure de l'accueil de l'étranger. Aussi bien dans ma maison que dans ma collectivité, que dans mes actes de vie, hein, comme la Marche mondiale pour la paix. Eh bien, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sceptique par rapport à cette, comment dire, à cette posture d'ouvrir toutes les frontières aux immigrants et puis aux requérants d'asile, etc. Parce que, pour moi, ils deviennent aujourd'hui instrumentalisés. Les flux migratoires sont instrumentalisés par les politiques pour déstabiliser l'Europe et nos économies. Alors malheureusement, c'est eux qui trinquent. Comme tout, il y a tellement de populations qui sont instrumentalisées. L'Ukraine, c'est aussi un exemple d'un peuple complètement, dramatiquement instrumentalisé par le pouvoir. Donc, de nouveau, souvent ces gens-là, ce sont des victimes. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont utilisés comme des marchandises politiques pour faire asseoir des agendas politiques. Et c'est ça qui me rend triste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est clair... Question Maroc-France alors? Ah, pardon, question Maroc-France. Bon, alors, je connais mal le contexte. Je suis suissesse, mais comme toujours, je vois qu'il y a des communautés qui s'intègrent, qui font l'effort de s'intégrer selon les lois et les cultures locales. Donc ces gens-là, ils font l'effort d'être dans une forme de gratitude de ceux qui leur ouvrent la porte. Mais bien sûr, il y en a d'autres aussi qui ne font pas cet effort et qui essayent de répliquer leur mode de vie chez nous. Et ça crée des tensions et on peut le comprendre. On peut comprendre que des gens subissent des comportements qui ne sont pas de leur propre culture. Dans votre site, j'ai vu une notion leader d'opinion. C'est quoi pour vous un leader d'opinion? J'adore vos questions, Stéphane. Ça me fait vraiment du bien. Pour moi, un leader d'opinion, c'est déjà quelqu'un qui donne l'exemple. Quelqu'un qui donne l'exemple par ses actes au quotidien dans sa vie. C'est quelqu'un qui est cohérent entre ses actes et sa parole.
C'est pour ça que j'ai du mal avec les politiques, parce qu'il y en a de moins en moins qui vivent dans leur quotidien ce qu'ils prêchent au niveau de leur programme politique. Donc déjà, un leader d'opinion, c'est quelqu'un d'abord qui est cohérent entre ses actes et sa parole. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a une véritable culture de l'histoire du monde, des civilisations, de la géopolitique, de ce qui se joue dans les coulisses de la géopolitique et des décisions aujourd'hui dans notre pays comme dans le monde, qui est curieux, qui cherche à comprendre, qui confronte les informations, qui va se renseigner à plusieurs sources d'informations, pas que les médias conventionnels, et qui va vraiment recouper des informations, que ce soit de la presse indienne ou de la presse anglo-saxonne ou de la presse arabe. Vous voyez que c'est quelqu'un qui prend du recul sur les événements et qui en fait sa propre synthèse pour après la partager au grand public. Et c'est quelqu'un qui est pour moi bien sûr courageux, qui ose s'exprimer sans avoir peur de perdre des voix ou de déplaire. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de déplaire, mais en même temps, bien sûr, qui est pour l'altruisme, c'est clair, qui est dans le respect de l'humain, mais pas dans la naïveté de l'altruisme. Parce que ça, encore une fois, pour en faire 20 ans d'humanitaire, il y a altruisme et altruisme. De nouveau, il y a aider de manière instrumentalisée et aider l'autre en conscience et en sachant vraiment que ce que l'on fait est vraiment bien pour l'autre. Mais très très souvent, on va aider ou rendre service parce qu'on est récupéré à des fins politiques, et souvent donner de l'assistance, c'est priver l'autre de trouver par lui-même les ressources de s'en sortir, quoi. Et c'est comme ça qu'on pérennise les guerres. À force de mettre un peu sous perfusion les conflits, hein, on leur donne un petit peu de sucre, on leur donne un petit peu de vitamines pour pour amener un peu d'aide humanitaire et d'assistance, d'accord, on les aide un petit peu quand même, ce qui, ok, d'un certain côté c'est très louable, mais en même temps, on ne fait que reporter la résolution de ces conflits. Au lieu de, quelque part, un peu finalement les laisser en découdre et puis résoudre leurs problématiques par eux-mêmes, nous, on vient tout le temps mettre notre nez, les Occidentaux, on vient tout le temps mettre notre nez dans les conflits à travers toute la planète. Et on ne fait que semer la zizanie, malheureusement. Il y a un autre sujet par rapport à votre parcours qui m'intéresse, votre point de vue. Si on vous dit que le journalisme, il est en perte de vitesse, en déperdition d'un certain côté, est-ce que le journaliste, il n'est pas un peu responsable de cette situation en se cachant derrière l'excès des réseaux sociaux? Mais est-ce que c'est pas lui le premier responsable? Totalement. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de me désengager de ce journalisme, on va dire mainstream. C'est quoi le journalisme de demain? C'est quoi le journalisme d'aujourd'hui? Ça devrait être quoi? Ouais, je vais vous dire. Donc moi, je me suis désengagée parce que je ne veux pas un jour me reprocher de m'être rendu complice de violence, de souffrance par le partage d'informations erronées, conditionnées, parfois complètement manipulées. Donc je ne veux pas me rendre complice de ça. Raison pour laquelle, pour moi aujourd'hui, le journaliste de demain, ou en tout cas pour moi un vrai journaliste, c'est quelqu'un qui va d'abord, qui ne fait pas que de relayer des dépêches d'agence depuis son bureau, ce qui est le cas de la plupart des médias aujourd'hui. Ils sortent presque plus de leur bureau. Ils ne font que de recracher des déchets, lapsus, des dépêches d'agence pré-mâchées ici et là. Donc un vrai journaliste, c'est quelqu'un qui va sur le terrain et qui va questionner toutes les parties, hein, pas que les Ukrainiens ou les Russes, mais qui va vraiment chercher à comprendre la position du Russe, la position de l'Ukrainien, qui va chercher à comprendre la position de l'OTAN, qui va chercher à comprendre la position de la communauté européenne,
puis qui va encore regarder à qui profite le crime, en fait, finalement, à qui sert cette guerre, au fond, par exemple en Ukraine, mais à qui ça sert cette guerre, au fond, derrière, hein. Et puis quelle est l'histoire? Si quelqu'un qui va prendre du recul, finalement, cette guerre, elle a commencé quand? Elle a commencé le 24 février ou elle a commencé lors des accords de Maïdan? Tout dépend de la date et à partir de quel moment on décide de décrypter l'actualité dans un fait historique. Voilà, donc un journaliste, c'est un journaliste. On n'a pas le temps de continuer. Je sens qu'on est un peu en opposition, mais je prends souvent cet exemple. Je prends l'exemple de l'automobiliste qui roule à 120, 130, 140, 150 à l'heure sur la piste d'autoroute. À un moment donné, on se fait flasher. Peut-être qu'on va faire de la prison si on a 200 à l'heure et jeune conducteur. Je fais une différence entre ces actes illicites et celui du chauffard qui a un bébé devant avec l'alcool au volant, qui a sniffé de la côte et qui roule à 200 à l'heure à l'envers sur l'autoroute. Est-ce que si vous êtes policier au bord de la route, vous n'êtes pas là dans l'obligation de l'arrêter? Je fais cette métaphore parce que je pense que le 24 février, c'est un peu différent des accords de Minsk. Donc je pense que là, il y a un franchissement de quelque chose qui va un peu dans le sens, enfin qui va complètement dans le sens de l'opposé. Parce que je veux juste terminer. Hier au téléjournal, il y avait cette dame Kneissel, une Autrichienne, affaire des ministres étrangères, qui décide aujourd'hui que son chemin de vie, c'est Saint-Pétersbourg. Et il y avait des gens qui étaient, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit, mais osons les mots, lui, il était dans le registre de dire, c'est des actes de salauds, comme Schröder, etc. D'accord? Et il se positionne là complètement de l'autre côté. Il y a un moment donné où cette ligne rouge, elle est franchie quand même. Tout à fait. Quand même. Stéphane, on n'est pas opposés. Parce que moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont bien fait d'envahir l'Ukraine le 24 février. Je suis juste en train de vous répondre à votre question. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste de demain? Pour moi, un journaliste de demain, c'est celui qui prend du recul et qui se documente sur l'histoire dans son spectre large, et qui ne prend pas un événement à partir d'une action particulière. C'est juste le reporter ça. De guerre qui est dans les tranchées, est-ce qu'il fait du journalisme ou pas? Vous êtes d'accord qu'il fait du journalisme? Bien sûr. Là, hein? Oui, à condition qu'il aille aussi interviewer les soldats du camp ennemi. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui amène une véritable lecture qui n'est pas partiale, c'est ça. Alors je vois qu'on est pas mal à la fin, j'avais encore quelques questions, mais surtout j'aimerais remercier ici Eric Vouta qui nous a fait nous rencontrer. Salut, Eric. Et puis naturellement je dis à Isabelle Bourgeois merci pour ce moment. Ah ben voilà, c'est fini. Ok, merci Stéphane.